Bonjour les amis, nouveau concept, nouvelle émission, bienvenue dans le premier épisode à la cool. Cette vidéo est une suite à l'épisode à la con numéro 14 sur les téléfilms animés du Seigneur des Anneaux, dans lequel je faisais une aparté assez brève d'une tentative d'adaptation de la même œuvre au début des années 70. Un cas assez méconnu et plutôt insolite dans la liste des projets avortés de l'histoire du cinéma, dont je me ferai une joie de vous en raconter les faits. Alors il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Où en est Tolkien avec son univers de l'interdit milieu et sa trilogie Le Seigneur des Anneaux sortie dans les années 50. Après le succès de ses livres, Tolkien reçoit parmi les lettres de fans de nombreuses propositions d'adaptation de son œuvre à l'écran. La première tentative fut menée par Forrest J. Ackerman, auteur de science-fiction et créateur du personnage de Vampirella, qui lui proposa d'adapter Le Seigneur des Anneaux en un seul film de 3 heures, mélangeant prise de vue réelle et animation traditionnelle. L'idée emballe Tolkien, mais ce dernier, n'aimant pas les franches coupes et les modifications, ainsi qu'une rémunération plus que douteuse en tant qu'ayant droit, refuse la mise en œuvre de ce projet. Dans les années 60, Le Seigneur des Anneaux obtient un succès grandissant grâce à l'éveil de la jeunesse et du mouvement hippie, qui voit dans les héros de la Terre du Milieu les combattants et les opposants d'une forme de mal absolu, tel que Tolkien a voulu traiter d'après ses expériences de la Première Guerre mondiale. Encouragés par ce regain d'intérêt et de leur popularité auprès des jeunes, c'est en 1969 que les Beatles eux-mêmes proposent d'adapter Le Seigneur des Anneaux en jouant les hobbits principaux et en contactant Stanley Kubrick pour réaliser le film. Mais Kubrick déclina l'offre, considérant que les livres étaient quasiment inadaptables et que le projet serait trop cher à monter. Pourquoi croyez-vous que son projet Napoléon n'ait pas vu le jour à votre avis? Ah oui, et une des raisons de l'échec du projet fait que Tolkien n'aimait pas les Beatles et la musique rock en général. Et en 1966 sortit une adaptation animée du Hobbit de 10 minutes par l'américain Gene Deitch. Une version détestée par les fans à cause de son irrespect total de l'intrigue originale et également dans les choix de direction artistique avec par exemple Bilbo habillé en gentleman britannique, les nains transformés en bûcherons, Gollum dessiné comme un staphylocoque doré et l'ajout complètement incompréhensible d'une princesse. Et l'adaptation dont on va parler aujourd'hui est sans doute un cas à part et qui est considéré comme un énorme sacrilège parmi les fans les plus ardus de l'œuvre de Tolkien. Je parle bien sûr du Seigneur des Anneaux par John Boorman. Est-ce que vous connaissez le Seigneur des Anneaux? Bon. Est-ce que vous connaissez John Boorman? D'accord. Sortez vos cahiers! John Boorman est sans doute un des réalisateurs les plus visionnaires, les plus honnêtes et les plus sous-estimés d'Hollywood. Je dis pas ça parce que je suis un gros fan ou que j'ai lu plein de bouquins à son sujet, mais c'est un fait! Né en 1933 en Angleterre, John Boorman, issu d'un milieu pauvre et traumatisé par les bombes déferlant sur Londres, puise son imagination dans la légende du roi Arthur et développe un regard sur le monde plutôt sarcastique et à contre-courant de la pensée générale. Boorman commença sa carrière comme assistant monteur à Southern Television, puis comme monteur à la BBC, la principale chaîne télévisuelle anglaise, où il officie dans le reportage et documentaire de société. Après sa rencontre avec la star américaine Lee Marvin, avec qui il partage une vision d'une Amérique violente et hypocrite, notamment par son expérience de la guerre du Pacifique, Boorman réalise durant les années 60 2 films ambitieux aux États-Unis. Point de non-retour, en 1967, un thriller psychologique sur le thème de l'adultère et de la virilité bafouée, et Duel dans le Pacifique l'année suivante, sur le choc des cultures entre un aviateur américain et un soldat japonais. Film qu'on pourrait surnommer Seul au monde mode Guadalcanal. Voyez ces 2 films s'il vous plaît. C'est un ordre. Seulement, Duel dans le Pacifique est un échec commercial, et Boorman sort déprimé de son expérience de réalisateur, convaincu qu'il ne fait pas le poids face à une industrie bornée et ignorant tout des ambitions artistiques. Boorman profite de son temps pour envoyer à l'unité d'artistes un script intitulé Merlin, centré sur le magicien du roi Arthur. Les producteurs ne donnent évidemment pas suite à son projet, mais lui proposent autre chose. En 1966, United Artists achète à Tolkien les droits de merchandising du Hobbit et du Seigneur des Anneaux pour éventuellement en faire un ou plusieurs films. Il propose donc à John Boorman de leur écrire une adaptation des 3 tomes de Tolkien en un film de 2 heures. Oui, vous avez bien entendu, les 3 tomes de la saga du Seigneur des Anneaux de Tolkien en un seul film de 2 heures. Et c'est là que le fun commence. Bien avant que Harvey Weinstein ne force Peter Jackson à réduire sa future trilogie du Seigneur des Anneaux en un film de 2 heures, Boorman s'était déjà lancé dans ce défi monstre il y a plus de 20 ans. Et il n'était pas tout seul. Afin de pouvoir se retrouver face à l'immensité de l'univers, Boorman appelle à l'aide son ami Rospo Pallenberg, un architecte italien, cinéphile et anticonformiste tout comme lui. Et chose très essentielle, Boorman demande la permission à Tolkien pour écrire l'adaptation. Ce dernier, bien que perplexe, lui donne son accord.
Peut-être cela vient du fait que Boorman était britannique comme Tolkien et que celui-ci ressemble plus à un vrai auteur qu'à un producteur opportuniste. Boorman et Pallenberg passeront 6 mois intensifs dans la résidence de Boorman à Anamo, en Irlande de l'Est, à construire ensemble le monumental script du Seigneur des Anneaux en plaquant sur les murs de l'immense salon chaque page des 3 tomes de Tolkien. Mais ils s'en foutent! Condenser 3 gros pavés d'Heroic Fantasy en un film de 2h30, c'est quasi inimaginable à cette époque, surtout 7 ans avant Star Wars qui va révolutionner le cinéma à grand spectacle. Pour mieux démarrer le travail, Boorman s'inspire évidemment de sa passion du mythe romanesque du roi Arthur, et en visionnant d'abord le film à sa façon. Comme un film de Fellini dans un monde sans fin ou dans un grand studio, comme le film Moulin Rouge, comme quelque chose de très faux. Avant de revenir à quelque chose de plus convenu et moins risqué. Pour mieux imaginer les décors, il s'inspire des paysages assez fabuleux et monuments emblématiques de l'Irlande, dont il décidera d'en faire plus tard le lieu de tournage. Alors la question importante, à quoi ressemble le résultat? J'ai réussi à trouver le script complet sur internet, version originale en anglais, datée du 14 décembre 1970. 175 pages que j'ai lues en entier. Si vous êtes un fan incontesté de l'univers de la Terre du Milieu, si vous êtes un indétrônable de la saga de Peter Jackson, et si vous êtes prêt à tuer celui qui ne respecte pas à la lettre l'univers de Tolkien, passez votre chemin, cette vidéo est réservée aux ouverts d'esprit. Comme je vais critiquer un scénario, je ne peux évidemment pas montrer d'image, mais faire seulement un bref résumé des éléments les plus intéressants, tout en donnant une traduction plus ou moins approximative. Au début du film, pas de résumé des événements avant ceux du Seigneur des Anneaux, on ne fait que survoler les différents décors de l'univers. Avec comme premier plan du film, le vrai Tolkien qui nous accueille dans son bureau. La vraie description de l'histoire de la Terre du Milieu et de l'Anneau se déroule pendant le Conseil d'Elrond, où les héros assistent à une véritable représentation théâtrale du règne de Sauron, de la création de l'Anneau, etc., avec de vrais acteurs et danseurs. Boorman a dit s'être inspiré du théâtre japonais kabuki pour cette scène. On se dit pourquoi pas, mais en imaginant la scène, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Ça casse le rythme et ce n'est pas pour rien si tout doit être raconté au début pour situer le contexte et donc faciliter la compréhension du spectateur. Nous apprenons plus tard, par le biais d'une réplique, après le passage de la Moria, que Boromir et Aragorn sont frères de sang, donc les dignes héritiers du Gondor. Encore une fois, je n'en suis pas sûr, car frère de sang peut être une simple expression, mais comme dans l'histoire originale, les deux personnages doivent hériter du trône, les rendre frères biologiques semble tout à fait cohérent. Ce qui fait donc que Faramir, le fils de Denethor, l'intendant du Gondor, disparaissent complètement du script pour éviter une surabondance de personnages. D'ailleurs, Aragorn épousera Éowyn, la fille de Théoden, et non pas Arwen. Une scène assez mineure dans l'histoire, mais à la lecture de la description de cette séquence, on imagine un rendu très kitsch où le visage de Elrond se mélangerait avec la forme du paysage, des forêts et des montagnes, comme une sorte de reprise d'une peinture d'Archimboldo. Ici, les effets spéciaux auraient été pratiquement infaisables à l'époque. Il s'agit d'une scène où les héros bloqués dans la montagne par les maléfices de Saruman et pour échapper aux Nazgûl se figent dans la glace grâce à un sort lancé par Gandalf. Chaque personnage est enfermé dans un bloc de glace. Ils y passent 2 jours complets avant que les blocs ne cèdent et tombent dans la rivière, les dégélant et les libérant ainsi. Quelle calamité ça aurait été pour les acteurs. Une scène qui a causé beaucoup de polémiques se déroule lors de l'entrée dans la Moria, la cité des nains. Gimli ne se souvient plus du mot de passe et Gandalf il voit dans cet oubli le signe de la décadence et de la négligence des nains. Donc arrive un moment où Gandalf se met à battre presque à mort Gimli pour le pousser dans ses retranchements et ainsi retrouver le mot de passe, que Gimli hurle dans sa langue natale, le Cusdul. D'ailleurs, la scène du tombeau de Balin n'est pas présente, la cité de la Moria n'étant ici qu'un simple passage pour permettre, comme dans le livre, de passer la montagne. Ici, la communauté ne fait qu'alerter les orques par leur intrusion. Oui, il y a une scène où les 2 héritiers du Gondor s'embrassent. Mais ça s'arrête là, je vous rassure, ils vont pas plus loin. Il s'agit d'une scène de nuit où les 2 guerriers s'affrontent après une dispute au sujet de l'anneau. Arwen, la fille de Elrond, apparaît donc pour les arrêter, et elle crée une sorte de rituel de paix en embrassant chacune des 2 lames des épées des 2 guerriers, puis en les embrassant eux ensuite, et la scène se termine par un baiser entre Boromir et Aragorn. Bon, évidemment, quand on s'y attend pas, ça surprend. Mais bon, vu comment le script avance, on commence à ne plus être étonné. Sans aucun doute la scène originale qui a le plus secoué les fans. Boorman n'a apparemment fait qu'accentuer la tension entre Frodon et Galadriel, en ajoutant une ambiance sexuelle comme c'était à la mode au début des années 70. Un moment intime qui n'inquiète absolument pas Celeborn, le mari de Galadriel, puisque ce dernier a été supprimé du script.
Autre détail mineur, la bataille du gouffre de Lem est absente ici, ce qui est évident puisque le principal est d'arriver à la bataille finale, celle de Minas Tirith, pour conclure le plus vite possible. Vous vous souvenez de la bouche dégueulasse de Sauron dans la version longue du Retour du Roi? Eh bien c'est Saruman qui prend sa place. Pourquoi pas? Après tout, c'est un peu lui qui réveille l'armée de Sauron. Boorman s'est inspiré des joutes entre sorciers africains qui se basaient sur des constructions de phrases pour le duel entre les deux magiciens, et ainsi peut-être s'épargner une énième scène avec effets spéciaux coûteux. Le concept est intéressant en soi, mais c'est seulement le mot de la fin qui gâche un peu tout, je dirais. Saruman, je suis le serpent, prêt à frapper. Je suis le bâton qui écrase le serpent. Je suis le feu qui brûle le bâton jusqu'aux cendres. Je suis le nuage qui éclate et éteint le feu. Je suis le puits qui piège les eaux. Je suis juste des mots, vieux fou. Oui, la communauté de l'anneau croise Saruman après la bataille finale, qui est perdu dans le brouillard et qui, par un sourire triste, demande pardon. Vu comment est apparu le personnage, pas étonnant que sa dernière apparition se résume à ça. Alors, votre verdict? Vous trouvez ça nul, pas fidèle, de mauvais goût? Eh bien, sachez que c'est un peu l'avis de tout le monde. Depuis la parution de nombreux livres sur l'œuvre de Boorman, celui-ci a pu raconter le développement du projet en énumérant les changements et apports dans le script du Seigneur des Anneaux. Cette liste a été publiée sur divers sites et forums traitant de l'univers de Tolkien. Sur le net, ça ne manque pas de messages de haine et de mépris à l'égard de la version de Boorman, mais aussi de messages plus raisonnables qui acceptent le contexte de l'écriture et de la méconnaissance générale de l'œuvre de Tolkien à l'époque. Le script de Boorman a été quand même assez osé, on peut dire, avec des modifications qui venaient de choix esthétiques et d'autres qui ont été faites pour des raisons économiques bien sûr. Et quand on lit tout ça, eh bien on peut se dire que les effets spéciaux auraient été sans doute le plus grand défi. Par exemple pour la question des hobbits, comment ils comptaient faire pour les faire jouer par des adultes sans passer pour des acteurs nains? Pour résoudre le problème des petits hobbits, je comptais employer des garçons de 10 ans, les munir de poils sur le visage et leur prêter au doublage des voix d'adultes. What the fuck? Et non, quelle surprise. Et pourquoi? Parce que lorsque Boorman et Pallenberg eurent fini le script et l'envoyèrent à United Artists, ceux-ci avaient changé de PDG, et le nouveau patron ne connaissait rien à l'œuvre de Tolkien et préférait plutôt la rentabilité que l'originalité. Surtout que lorsque les nouveaux producteurs reçurent le script, ils étaient du genre... C'est de la merde. Sans ajouter que le film précédent de Boorman, intitulé Léo the Last, produit aussi par United Artists, s'est ramassé au box-office malgré son prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Privé de son boss initial, Boorman apporte le scénario à divers studios, dont Walt Disney qui, bien entendu, le refuse. Ouh là là, on a échappé au pire. Surtout que Tolkien détestait Disney, et John Boorman a failli commettre la trahison ultime. Finalement, Boorman décide de laisser tomber le projet, ce qui porte un coup dur à son moral. Il n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir réaliser un film portant sur un thème qui lui est cher, à savoir la fantasy. La Warner lui propose en 1971 d'adapter le livre Délivrance de James Dickey, nouveau projet qui donne un chef-d'œuvre du cinéma et le plus gros succès du réalisateur. Par la suite, Boorman réintègre ses idées visuelles et ses ébauches d'effets spéciaux de son projet du Seigneur des Anneaux sur ses films suivants. Zardoz, une fable psychédélique complètement loufoque avec Sean Connery en YMCA, L'Exorciste 2, qui est sans doute l'erreur de parcours de Boorman, et Excalibur qui est incontestablement la meilleure adaptation du mythe arthurien avec Camelot d'Alexandre Astier et Sacré Graal des Monty Python, et surtout qui donne une idée de ce que finalement aurait pu donner le Seigneur des Anneaux par John Boorman, par sa direction artistique, sa photographie et le changement de ton radical de l'œuvre d'origine. On pourrait imaginer sa version comme un film à grand spectacle comme Laurence d'Arabie de David Lean, avec sans doute en fond sonore les plus beaux morceaux de Richard Wagner. Et pour ce qui est du Seigneur des Anneaux au cinéma, Ralph Bakshi, le célèbre réalisateur de Fritz the Cat et de Cool World, réalisa une adaptation des 2 premiers tomes en animation et dans un style... le style Bakshi quoi. Et le film ne marcha pas au box-office, donc il n'eut pas la possibilité de financer la suite. Et pendant ce temps, la télévision américaine sur NBC furent diffusés Le Hobbit et le Retour du Roi en dessin animé, dont j'ai fait une critique dans l'épisode à la con numéro 14. Au niveau musique, le compositeur Johan de Meij sortit en 1987 une symphonie basée sur les différents personnages et chapitres du Seigneur des Anneaux, un petit bijou musical que je vous recommande d'écouter d'ailleurs. Et lorsque Peter Jackson sortit enfin sa fameuse trilogie dans les années 2000, Boorman se dit finalement que si son projet avait vu le jour, nous n'aurions eu pas droit au fabuleux travail de Peter Jackson. Si j'avais mis en œuvre ma vision, le monde aurait été privé du magnifique spectacle qu'a créé Peter Jackson. J'étais enraciné dans la terre du milieu et m'y arracher fut douloureux. Mais cela me procura aussi un certain soulagement parce que nous avions conçu un scénario presque irréalisable. Cela aurait pu être le film transcendant dont j'ai toujours rêvé, comme cela aurait pu être un vaste naufrage. Quand même,
C'est beau la modestie. Voilà, fin de ce premier épisode à la cool, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr partager la vidéo. J'avais besoin personnellement de parler de ce sujet étant donné que je suis un admiratif de l'œuvre de John Boorman et de ce qu'il a pu apporter au cinéma, ainsi que du travail de Tolkien et de Peter Jackson avec sa trilogie. Bien sûr, dans cette vidéo, je n'ai fait que donner mon avis sur une adaptation inventée du Seigneur des Anneaux. Mon intention n'était pas bien sûr d'imposer mes idées et la vérité absolue. Pourquoi ? Eh bien... parce que je n'ai pas lu les livres de Tolkien, tout simplement. Mis à part le Hobbit. Je n'ai pas donc jugé le script par rapport à sa fidélité au bouquin, mais je l'ai jugé comme un film à part entière. Évidemment, si ça reste très libre comme adaptation, eh ben sachez que le reste est tout à fait honorable. Si vous souhaitez vous aussi lire le scénario de John Boorman et vous en faire votre propre avis, je vous ai mis en description le lien de téléchargement, ainsi qu'une liste des différents sites et chaînes YouTube traitant de l'univers de Tolkien. J'espère néanmoins que cet épisode vous aura appris quelque chose, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!